Vous écoutez Le Salon dans tes oreilles, une balado-diffusion dans laquelle des auteurs, des autrices et des personnalités discutent de leurs livres, de leur lecture et des sujets qui animent l'actualité littéraire. Les enregistrements ont été faits lors du dernier Salon du Livre de Montréal en novembre 2020. Ce contenu est aussi disponible en vidéo sur www.salondulivredemontréal.com. Bonne écoute et bonne lecture. Bonsoir à tous, bienvenue à cette magnifique table ronde qui va travailler, j'ai envie de dire travailler parce qu'on ne va pas que discuter, on va travailler ensemble sur la représentation de l'histoire dans des œuvres de fiction et le titre « Fait, fiction ou tracer la ligne ». Au Québec, les romans historiques, mais aussi toutes les œuvres de fiction qui empruntent à l'histoire, les événements pour en tisser une histoire, sont assez importants. Si vous regardez un peu partout, on aime l'histoire au Québec, quoi qu'on en dise. Pas pour rien, là, la devise du Québec, c'est « je me souviens », même si personne ne sait d'où ça vient. Ça, c'est une autre histoire. Mais avec moi, aujourd'hui, j'ai deux auteurs de fiction qui se sont commis pour faire deux œuvres. Dans les deux cas, je sais que ce n'est pas votre première œuvre, donc on parle à des habitués, mais c'est quand même assez intéressant. Les deux livres que vous avez devant vous, Hervé Gagnon, La mort du temple, 2 volumes. J'imagine qu'il y en a d'autres, bien sûr, parce qu'on est pendu à vos lèvres. Et Michel Viaud, l'auteur de 2... Est-ce qu'on dit roman graphique ou on dit BD? On m'a dit... Oui, parce que j'ai fait une erreur une fois pour les Indes fourbes. Je l'ai présenté, qui n'est pas de vous, bien sûr. J'ai dit ce magnifique roman graphique. Oh oui. On m'a dit non, c'est pas un roman graphique, c'est une BD. Il y a une controverse à ce sujet-là. Il y a des auteurs qui n'aiment pas cette expression-là, d'autres qui l'utilisent. En fait, on pourrait dire que roman graphique peut désigner un format et non pas un genre. C'est une bande dessinée. OK. Peu importe que ce soit en noir et blanc, en couleur, grand format. Pardon? 8,5-14 ou... Non. En fait, pour chaque élément que vous allez me dire, ah oui, un roman graphique, c'est en noir et blanc. Non, il y en a en couleur. Ah, un roman graphique, ça a une couverture souple. Non, il y en a qui ont des couvertures cartonnées. Ah, un roman graphique, c'est une œuvre unique. Non, il y en a que c'est des séries. Il n'y a pas vraiment de définition. Qu'est-ce qu'un roman graphique? On peut dire que c'est un format quand le livre ressemble à un roman, dans le fond, par son format, son épaisseur, son nombre de pages. Mais comme tel, c'est une bande dessinée. Alors, vous qualifiez de bande dessinée. Oui. Alors, je vous propose dans un premier temps, ceux qui nous suivent à la maison, on a 2 grands auteurs, puis je veux bien prendre le temps de discuter avec vous. On a du temps. Vous avez parlé en premier, Michel Viaud. On va vous parler. Hervé Gagnon, je vous garde au chaud. On revient à nos Templiers dans quelques instants. Alors, Michel Viaud, j'ai reçu ce magnifique Blas, le chat sur un toit brûlant. Puis je me suis dit un soir, il était 22 heures, je me suis dit, je vais juste commencer. Et je suis passé à travers. On va rappeler rapidement quand même, c'est excellent. Non seulement c'est bien dessiné, mais surtout, et vous en êtes l'auteur, le texte est extrêmement captivant. On le sait au Québec, on aime les histoires judiciaires. Oui. On aime ça, il faut savoir ce qui se passe. J'avais l'impression de lire un scénario de film. On va rappeler rapidement qui est Richard Blass. Pour le public qui ne le connaît pas, Richard Blass, dans l'histoire criminelle au Québec, qui est-il? Richard Blass, c'était un braqueur de banque. C'était un gangster dans les années 60, fin des années 60, dans la deuxième moitié des années 60. C'était le chef d'une bande qu'on appelait la bande du Nord. C'était une bande qui était composée de Québécois francophones. Quand on dit la bande du Nord, c'est Rosemont à peu près. C'était une des 5-6 bandes qui se partageaient Montréal. Oui. C'est ça. À l'époque, c'était donc la bande du Nord, c'était le quartier Rosemont à peu près, le Saint-Michel. Vous aviez la bande du centre qui était la mafia italienne, qui était sur le long du boulevard Saint-Laurent et tout ça. Donc, c'était le chef d'une bande de braqueurs de banque. Et qui est entré en guerre contre la mafia parce que, justement, il y avait des guerres de territoire. Et quand on parle de mafia, on parle des Cotroni. Oui. Parce que toute la grande famille, puis on le sait, il y a eu le film dernièrement qui est paru, Mafia Inc. Puis d'ailleurs, j'invite les gens à aller le consulter sur toutes les plateformes où on peut payer pour ça parce que c'est important. Puis on voit naître aussi à travers ça les différentes factions. On est chez les Canadiens français ici. Puis c'est assez étonnant parce qu'on se dit,
la mafia, les pas bons, les voleurs et autres, ça faisait pas partie des Canadiens français. Et bien au contraire, Richard Blass, il est jeune. Oui, il était dans la vingtaine. Oui. Quand il était arrêté, il avait 23 ans, si je me souviens bien. Là. Extrêmement violent aussi. Il est mort avant 30 ans. Là. Il était effectivement très violent. C'était un bâton de dynamite, ce garçon-là. Et bon, vous êtes commis aussi par un autre film. Je les voyais comme des films quand je les lisais. L'affaire de l'Orme. Bien honnêtement, s'il y a un producteur qui nous regarde en ce moment, lancez-vous là-dessus. Vous n'êtes pas le premier à me dire ça. Ah non, mais rappelez-nous les faits quand même, parce que c'est une histoire abracadabrante. Oui. On est au Québec, au début du 20e siècle. On retrouve un mort à Snowdon, à Montréal, et là, l'affaire déboule. Rappelez-nous un peu les événements. C'est que la victime qu'on a retrouvée dans un terrain vague à Snowdon avait 6 balles tirées dans la tête. Et on a rapidement, on l'a identifié, c'est un riche héritier. C'était un jeune homme qui avait hérité de la fortune familiale. Et assez vite, les soupçons se sont portés sur son frère. Son frère qui voulait finalement l'éliminer pour hériter de la fortune familiale. C'était le frère aîné qui avait été déshérité par le père. La fortune était allée à son jeune frère qui était encore étudiant et son frère avait dit, quand je finis mes études à l'été et je vais reprendre le contrôle de ma fortune. Et il a été assassiné. Le hic, c'est que les soupçons se sont portés très rapidement sur le frère. Le hic, c'est que le frère était prêtre. L'abbé Delorme. L'abbé Delorme, c'est ça. Et donc, on est dans les années 20 au Québec et on a un prêtre qui est soupçonné d'avoir assassiné son frère pour de l'argent. Et donc, les policiers marchaient sur des œufs. C'était une affaire assez délicate. Je veux que vous alliez plus loin parce que là, on parle quand même d'un homme, Georges Farah-Lajoie, enquêteur, qui va utiliser des techniques très nouvelle à l'époque. Oui. Quelles sont ces techniques? Le détective Farah-Lajoie était considéré comme le Sherlock Holmes montréalais. C'était le meilleur policier de la ville. C'est à lui qu'on a confié cette enquête-là. Et lui va s'associer avec le docteur Derome, qui est un des pères de la médecine légale en Amérique du Nord. Il avait étudié ça en France, à Paris, et il a ouvert un institut de médecine légale à Montréal. Et il est même allé ensuite à New York pour expliquer aux policiers les différentes techniques. Donc, la balistique, les empreintes digitales et tout ça. Et justement, c'est ce qu'on va utiliser pendant... Lors d'un des procès, parce qu'il n'y en a pas juste un. Oui, parce que l'abbé Delorme a finalement été accusé, il y a eu des procès, et on va utiliser la balistique pour la toute première fois en Amérique du Nord. Et là, c'était assez compliqué parce que le docteur Derome devait venir expliquer au jury qu'est-ce que c'était la balistique avant de démontrer la preuve. Parce que personne n'avait entendu parler de cette chose-là. Oui, il n'y avait pas de CSI à l'époque. Non, pas du tout. Il n'y avait pas de CSI. Et les procès, c'était des grands spectacles pour les gens. Hein? Qu'est-ce que vous voulez dire, un grand spectacle pour les gens? C'est que, il n'y avait pas de télévision. La radio débutait à peine dans les années 20. Les gens allaient voir les procès. Et là, on avait un procès spectaculaire, c'est-à-dire qu'on avait un prêtre qui était accusé d'avoir tué son frère. Donc, il y avait des gens partout. Là. Le palais de justice était bondé. Il y avait des gens dehors qui attendaient les résultats des procès. Il y en avait partout. C'était la sortie. Finalement, on va aller assister au procès. Et dans tous les cas, quand on commence à travailler sur deux œuvres, en fait, je les prends comme les deux têtes d'un Janus, Richard Blass et l'affaire Delorme, quel a été le déclencheur? Est-ce que c'est la lecture d'un livre d'histoire criminelle? Est-ce que c'est en compulsant les journaux d'époque, vous vous êtes dit, il y a quelque chose là à aller chercher? Quel a été le moment où vous vous êtes dit, je vais consacrer plusieurs mois, voire plusieurs années de ma vie à cet homme, à ces hommes très violents, surtout dans le cas de Richard Blass. Parce que Richard Blass, à un moment donné, on voit les recherches que vous avez faites, on va regarder les journaux Allopolis, le Journal de Montréal, puis on voit que, c'était pas un enfant de cœur, mais il faut aimer le gore, comme on dit. C'est pas agréable de passer une année en compagnie de Richard Blass. Surtout qu'il n'a pas donné d'entrevue comme telle. Donc, on ne sait pas qu'est-ce qu'il pensait, qu'est-ce qu'il voulait faire. Tout ce que j'avais, c'était ses actions, les faits qui sont rapportés dans les journaux. Et c'était à moi à imaginer qu'est-ce qu'il a pu, à créer des liens entre ces faits-là. C'était assez difficile. Et donc, Blass, c'était un cas assez particulier à traiter. Je ne peux pas dire que je l'ai vraiment saisi parce que, c'est un criminel, vraiment un criminel, un très dur. L'avez-vous aimé? Richard Blass, non. J'ai pas de sympathie pour lui. Parce que souvent, c'est un des grands classiques, ça, quand on commence à faire la biographie de quelqu'un, il y a un moment où on l'aime. Puis il y a toujours
c'est un truc qui se passe, puis on le déteste après. Non, vous avez eu ça? Dans ce cas-là, non, écoutez, à l'origine, je me souviens, quand Blas est mort, finalement, c'est dans les années 70, j'étais né, et je me souviens de ça. Je me souviens de la célèbre photo de Blas en couverture du Journal de Montréal avec ses outils de travail. Bon, je me souviens de tout ça. On entendait parler de Richard Blas. Ma sœur, qui travaillait dans le milieu bancaire, me dit que elle avait une de ses collègues qui avait été braquée par Blas et que c'était quasiment comique, les hold-up. Il disait aux gens, là, baissez les mains, là, on n'est pas dans un film de cow-boy. Ça se faisait à la bonne franquette pratiquement. Donc, il y avait un courant de sympathie pour Blas, mais quand on creuse, on voit que c'était un animal sauvage, là. C'était vraiment pas un enfant de cœur. Et donc, assez vite, si j'avais de la sympathie pour lui, il est disparu très, très rapidement. Merci, Michel Viaud. On va revenir dans quelques instants parce que vous avez commencé à esquisser le rapport entre fait et fiction. Je le garde pour tout à l'heure parce que je veux entendre de l'autre côté, juste à côté de moi, Hervé Gagnon, qui, ma foi, est j'allais dire un routier. On ne peut pas dire ça parce que ce serait presque péjoratif, qui est un très grand habitué des romans historiques, disons-le comme ça. Vous en avez fait beaucoup. Beaucoup de gens vous suivent également. Vous avez touché à plein de périodes du Montréal du 19e siècle, en passant à, et c'est là ce qui nous intéresse aujourd'hui, on parle des Templiers. Pourquoi est-ce qu'Hervé Gagnon, auteur québécois, s'est dit « Moi, je vais aller dans le 14e siècle en France, puis je vais parler des Templiers. » Puis pas juste en France, là, on commence à Alexandrie, on va en Galilée, on se promène. Est-ce que c'est parce que Hervé Gagnon avait envie justement de voyager? J'échappe au livre, c'est vous dire si je me laisse emporter. Pourquoi ce sujet-là? C'est une très grande question sur pourquoi on choisit une période. Ouais. Moi, je pense que c'est la période qui nous choisit plus souvent qu'autrement. Comme romancier, je pense que le sujet nous choisit beaucoup plus que le contraire. Les Templiers m'intéressent depuis longtemps, puis c'est pas la première fois que j'en parle d'ailleurs. J'ai une série complète de 4 tomes qui est templière, qui se déroule dans ce qui n'était même pas encore le sud de la France à l'époque, qui était l'Occitanie, et qui est fondamentalement templière. Bon. Et rappelez-nous quand même, pour ceux qui sont à la maison, ce que sont que les Templiers. Bon, les Templiers, c'est un ordre de moines guerriers, hein, comme les Hospitaliers, comme les Chevaliers Teutoniques. Donc, c'était des ordres monastiques qui avaient cette particularité d'être autorisés à pratiquer ce qu'on appelait la sainte violence. C'est-à-dire de tuer au nom de la religion qui était forcément la seule vraie. Et qui ont été particulièrement actifs pendant les croisades, qui ont été très puissants en Terre Sainte, et qui, avec la perte de Saint-Jean d'Acre en 1291, se sont retrouvés propriétaires de dizaines de milliers de propriétés en Europe, particulièrement en France, et complètement désœuvrés, sans mission particulière. Et comme ils obéissaient à personne d'autre que le pape, ben, c'était un État dans l'État. C'était des banquiers qui avaient endetté tous les rois de l'époque, qui les tenaient tous par vous savez quoi. Oui. Et avec comme résultat qu'ils étaient l'objet de la haine unanime de tous les souverains et du peuple aussi, parce que comme ils possédaient à peu près la moitié de tout, ben, ils fixaient les prix. Et comment vous êtes arrivé à vous dire, bon, vous avez déjà travaillé là-dessus, mais comment on se dit, je vais planter mon action dans un pays qui n'est pas le mien, dans une période qui n'est pas la mienne, et sur quoi je vais travailler? En gros, quel a été l'élément déclencheur? Bon, premièrement, je vais vous dire, la question que vous me posez, les journalistes français me la posent tout le temps. Est-ce que c'est un compliment? Oui. Et je leur réponds toujours ceci, jusqu'à temps que vous nous jetiez pour quelques arpents de canne à sucre, c'était mon histoire aussi. Hein? Et généralement, ça clôt la question. Parce qu'ils ne réalisent pas que oui, c'est vrai que finalement, ben c'est oui. Jusqu'à temps qu'on largue la Nouvelle-France, c'était son histoire aussi. C'est vrai. Oui, bon. tout à fait. Alors, bon, c'est peut-être parce que j'ai fait mon mémoire de maîtrise sur la France d'Ancien Régime, je ne sais pas. Mais j'ai toujours été attiré par la France de cette époque-là. Je la connais beaucoup mieux que la France d'aujourd'hui, étrangement. Et j'avais... Il y a des choses qu'on connaît bien des Templiers. Bon, les croisades, on les connaît bien. L'émergence de l'ordre, on connaît bien les mythes aussi, avec les rois maudits, justement. Ce qu'on connaît moins, c'est la fin des Templiers. On pense la connaître
La fameuse malédiction de Jacques de Molay, Roi Philippe, Pape Clément, je vous convoque devant le tribunal de Dieu d'ici la fin de l'année. Là. Qui est le début c'est même pas arrivé. des Rois maudits. Ben oui, mais c'est Maurice Druon qui l'a écrit. C'est même pas arrivé, mais c'est devenu une espèce de légende urbaine, ça. Molay a jamais dit ça. Molay n'était même pas capable de parler quand ils l'ont mis sur le bûcher. Bon, mais ce qui est intéressant avec la fin du temple, c'est qu'on peut très bien imaginer des hommes désœuvrés, usés, fatigués, des hommes âgés. C'est pas des vertes recrues, là. Ce sont des hommes qui sont pas mal tous dans la quarantaine et dans la cinquantaine, même dans la soixantaine. Et ce sont pas tous des soldats, ce sont pas tous des preux chevaliers sur leur blanc destrier. C'est intéressant des ouvriers, des forgerons, des métayers. C'est intéressant parce que je vous pose la question, puis vous arrivez très vite avec l'âme humaine, finalement. Ce qui distingue et ce qui rapproche en même temps, c'est comment les hommes et les femmes ont vécu des événements traumatisants. Et finalement, ce que vous faites, la différence entre un romancier qui travaillerait sur le trait contemporain et vous, est-elle vraiment si grande dans la mesure où ce qui vous intéresse, c'est les âmes? L'être humain ne change pas. La culture change, les valeurs changent, mais je dirais la nature profonde de l'âme humaine ne change pas tellement. Et les émotions ne changent pas. Les grandes émotions restent les mêmes. Et c'est ce qui m'intéressait, en fait, dans ce roman-là. Oui, la période m'intéressait. Puis c'est sûr qu'il y a toutes les légendes autour du fameux trésor des Templiers. A-t-il même existé? On n'a même pas de preuves. Il semble qu'il y avait pas beaucoup d'argent sonnant et trébuchant, finalement, dans le Temple de Paris. Il y avait beaucoup plus de propriétés terriennes qu'autre chose, là, puis immobilières. Mais, comme il y a eu toutes sortes de presque théorie du complot, hein? On aurait trouvé... On va pas se lancer là-dedans aujourd'hui. Ils auraient détenu le Saint Graal, la tête, le corps de Jésus. Bon, mettez-en. Et ils ont tout détenu. Mais moi, ce qui m'intéressait, c'était justement de voyager un peu plus loin dans les notions de bien et de mal, et l'espèce de sens de l'existence, l'espèce de sens immanent de l'existence. Et puis ça, il y avait une bonne manière de le faire, c'était de cacher la pierre philosophale dans leur fameux trésor. Mm-hmm. Parce que la pierre philosophale, contrairement à ce qu'on en sait généralement, oui, c'est sûr que c'était le résultat du grand œuvre, c'était ce qui avait permis d'opérer la transmutation des métaux vils en métaux précieux. Mais en même temps, la pierre philosophale, en alchimie, était aussi un symbole. C'était le symbole de la transmutation de soi, et c'était ce qui permettait à l'alchimiste, éventuellement, de s'ouvrir sur la création et de comprendre l'intention initiale du créateur. Ça, c'est beau en maudit comme sujet quand tu te mets écrit. Mais vous avez quand même un intérêt très particulier pour les sociétés secrètes, pour tout ce qui se fait de la... J'allais dire du mythe-histoire, mais plus d'une légende qu'on construit à travers ça. Vous avez parlé justement de complot. C'est un sujet, parce qu'on disait tout à l'heure, on parlait d'histoire criminelle, d'histoire judiciaire, l'histoire des complots est pas loin non plus. Ah non, mais écoute, il y a du jus là-dedans. c'est parce que les théories du complot, c'est des très, très mauvais livres. Hein, qu'est-ce que vous voulez dire, très mauvais livre? Tu lis n'importe quel bouquin qui t'essaie de te démontrer une théorie du complot. Généralement, c'est des hypothèses fondées sur des hypothèses, fondées sur des hypothèses. Et après 3 chapitres, la première hypothèse est devenue un fait sur lequel on n'a plus une seconde hypothèse. Et ainsi de suite. Et puis à la fin, tu es censé avoir une démonstration. Tu sais? La réalité, c'est que c'est pas des bons livres d'histoire, mais ça fait des maudites bonnes histoires, par exemple. Mais vous, de plonger dans le passé pour regarder justement comment tout ça a été construit, le détourner. Puis c'est intéressant parce que vous dites, il y a plein de mythes autour des Templiers. Le romancier qui s'attaque à une période historique, va-t-il chercher le même matériau que l'historien ou au contraire, il louvoie? OK, là, on est dedans. Là. Ben oui! Moi, j'ai une règle dont je ne démords pas. Je ne change pas ce qu'on sait. Mais comme on ne sait pas grand-chose du passé, finalement, hein, il y a beaucoup plus de trous qu'il y a de matériel dans ce qu'on sait du passé. On sait que le cardinal de Richelieu a été derrière tel traité. Mais on ne sait pas trop ce qu'il faisait telle date le matin à 9 h. Est-ce vraiment intéressant? Ben pour moi, ça le devient. Pour moi, ça le devient. Ben oui, parce que c'est un trou que je peux combler. C'est un vide que je peux combler. Et c'est comme ça que je construis mes histoires. C'est-à-dire que je remplis les vides
en donnant à ce que nous savons un autre sens. C'est intéressant ce que vous dites parce que j'ai eu l'occasion de mon côté de travailler un jeu vidéo qui s'appelait Assassin's Creed. Et je l'avais présenté à des collègues historiens. Ils m'avaient dit, le problème avec un jeu vidéo, comme avec tout roman historique ou BD, il dit c'est que l'histoire est faite de trous. Et là, ce qu'on voit, c'est un paysage qui est complet. Donc, je doute systématiquement. Est-ce que vous avez l'impression, Michel Viault, puis on va échanger comme ça, est-ce que vous avez l'impression que les historiens ou l'historien que vous êtes aussi à votre manière, de manière aussi très scientifique, est-ce qu'il n'y a pas un dédain vers ce genre de travail qu'on dit vulgarisé, de bas étage, qui n'est pas de l'histoire? Comment vous réagissez face aux critiques qui, des fois, sont en tapis ou d'autres fois sont plus ouvertes? Ben moi, je ne suis pas historien de formation, de toute façon. Fait que donc, moi, ce qui m'intéresse justement, c'est la fiction. C'est donc de combler les trous, comme Hervé disait. C'est sûr qu'il y a des choses qu'on sait, il y a un cadre qu'on doit respecter, mais on peut ensuite se permettre de faire ce qu'on veut dans ce cadre-là. C'est ce que j'essaie toujours dans mes scénarios de bande dessinée, d'avoir un cadre précis. Et que si quelqu'un connaît quelque chose, ben oh oui, OK. Ah oui, c'est vrai, c'est là. Tu sais, que ce qu'on sait de la chose soit là, mais ce qu'on ne sait pas, ben là, je peux me permettre de broder à ce moment-là. Mais non, moi... Parce que dans votre cas, je vois très bien la différence de vos approches entre l'un et l'autre. Ici, on est dans un Québec des années 50, des années 60. Ici, le Québec des années 20, dans l'affaire Delorme. Les sources sont plus multiples. Vous avez des journaux. Oui. Si on ne sait pas ce que fait Richard Blass de telle journée ou telle autre, il y a un contexte plus facile. Est-ce que c'est plus facile pour vous de travailler sur le 20e siècle que de travailler sur une autre période? Je vais vous relancer la question, là, vous en faites pas. J'ai pas travaillé sur d'autres périodes sauf le 20e siècle. Ces deux séries-là, bon, il y en a une, l'affaire Delorme, c'est dans les années 20, Blass, c'est dans les années 60. Je fais aussi une autre série d'espionnage qui se passe dans les années 60. Donc, Donc, je n'ai pas travaillé sur d'autres périodes, mais j'aurais tendance à croire que c'est peut-être plus facile, mettons, de traiter de l'Antiquité ou du Moyen Âge où on connaît beaucoup moins de choses. Le cadre est moins précis. Là, moi, j'ai un cadre vraiment précis que je dois respecter. Dans le cas de l'affaire Delorme, les procès étaient racontés en verbatim dans les journaux. Mais est-ce que ça ne vous limite pas, ça, justement? Oui, c'est très contraignant. Avoir trop d'informations, c'est problématique? Oui, effectivement, il y en a beaucoup. Il faut synthétiser. Il faut essayer de rendre ça intéressant. 4 procès pour l'abbé Delorme. Je ne pouvais pas mettre les 4 procès intégralement. Fait que je les ai donc condensés. J'en ai mis un plus précis, puis ensuite, bon, j'ai condensé les autres. Il y a moins de trous, mais en fait, on fait plus un dessin, un numéro qu'autre chose, puis on en passe volontairement pour le sens. Exactement. Et pour le Moyen-Âge, c'est plus complexe. Là, c'est vrai que des trous, c'est pas des fois un détail, c'est des années complètes. Bien, à beau mentir qui vient de loin. Hein? Et c'est un peu le principe que j'applique, c'est-à-dire que effectivement, plus on recule dans le temps, moins on en sait. Ouais. On connaît la culture matérielle, on connaît en gros l'architecture, on connaît le mode de vie, on connaît les réactions, on connaît la société, les valeurs, la culture. On connaît assez bien maintenant la vie quotidienne. L'histoire des mentalités a eu ça de bon que nous a quand même rapproché du vécu des gens beaucoup. Mais bon, c'est sûr que les trous à boucher sont plus grands, ce qui laisse plus de liberté. Tu vois, bon, par exemple, pour ça, je suis à Paris en 1307. Tout ce que j'avais pour travailler, c'était une carte de Paris en 1300. Très, très précise, par contre. Alors, je pouvais très bien dire, il est au coin de telle rue, s'il regarde à droite, il voit ça. Bon, entre autres, Notre-Dame est presque complétée, elle ne l'est pas encore. Ça m'a permis de les faire râler parce que ça fait des siècles que ça dure. Tu sais? Bon, c'est des petites choses comme ça qui font qu'à un moment donné, tu te branches sur le présent que tu travailles. Mais je pense qu'il est important... On va garder ça pour tantôt, c'est le présent et l'histoire. Ce qui est important, c'est, dans mon cas en tout cas, c'est qu'il faut accepter de se libérer, de se dédouaner de l'intention didactique. Qu'est-ce que vous voulez dire, intention didactique? Moi, j'ai pas de volonté d'enseigner quand j'écis. Et pourtant, vous enseignez. Non, j'enseigne plus depuis longtemps. Mais vous avez enseigné longtemps. Oui, mais ça, c'est autre chose. Ça, c'est notre job. Mais
quand j'écris, je veux pas enseigner l'histoire, je veux raconter une histoire. Et je n'ai pas de volonté didactique, j'ai pas de volonté pédagogique. Maintenant, si le lecteur s'intéresse à la période après avoir lu mon livre, ben tant mieux, grand bien lui fasse. J'ai eu combien de lecteurs qui me sont revenus un jour après avoir lu Damné en disant « J'ai regardé sur Internet, les cathares, ça a vraiment existé, je pensais que vous l'aviez inventé. Wow. » Bon, c'est vrai que les hérésies médiévales, c'est pas très à la mode. Bon. Pourtant, on a bien des choses à apprendre de ça. Mais l'idée, c'est que si je suscite un intérêt, tant mieux. Mais c'est pas mon intention. Mon intention, c'est qu'il tourne les pages. Oui. Oui, puis c'est intéressant parce qu'il y a quand même une grosse recherche. On ne va pas se leurrer, faire du roman historique, ce n'est pas inventé de toutes pièces. Vous avez des assises, c'est une liberté à travers les contraintes, ça demande un travail de source. Si ce n'est pas un travail de source, c'est un grand travail de revue de littérature qu'on sent ici pour que vous soyez capable de dire « ça, c'est un mythe, ça n'a pas été... Jacques de Molay n'a pas pu dire ça, c'est impossible ». Vous travaillez énormément en amont et aussi pendant que vous écrivez. J'ai lu tous les actes des procès au complet. Je connais par cœur tous les procès. J'ai plein d'anecdotes sordides qui sont relatées dans les actes des procès. Je pense à ce Templier qui est amené pour comparaître une deuxième fois devant le jury, devant le juge, parce qu'il avait avoué. Et ensuite, il est revenu sur ses aveux, donc il était relapse. Donc, on l'a retorturé une deuxième fois et on lui a tellement brûlé le dessous des pieds que ses deux collègues qui lui font une espèce de chaise avec leurs bras, avec leurs mains, pour le transporter jusque devant le juge. Et il tient sur ses cuisses une petite boîte de bois avec les os de ses pieds dedans. Bon, bon appétit tout le monde. Et ça, c'est décrit dans les actes des procès. Là. Ouais. Je passe 3 chapitres absolument sordides dans le deuxième tome à visiter un par un les Templiers torturés. Mais merde, c'est ça qui est arrivé. Les gens me disent, mais c'est horriblement violent. Mais oui, c'est pas moi qui l'ai fait, je m'excuse, mais j'ai pas besoin d'inventer de la violence. L'histoire me nourrit amplement. Là. Mais vous avez quand même un rapport à la réalité historique, puis une volonté quand même de ne pas trafiquer. Vous l'avez dit tout à l'heure, moi je veux combler les trous. Mais donc, dans la mesure où on comble des trous, si du point A au point B, il y a 2 trous, je ne peux pas aller du point A au point C sans passer par le point B. Voilà. Il faut absolument que vous respectiez la chaîne. Ben oui. Ça, c'est absolu. Ben oui, puis c'est pas toujours agréable. Des fois, c'est contraignant. Des fois, c'est emmerdant parce que ça me fait ajouter 10 pages que je voulais pas écrire. Mais c'est... Regarde, c'est mon travail, je l'ai choisi. Je peux écrire des romans contemporains si ça me dérange, là. Mais j'aime le défi que ça pose. J'aime l'ampleur de ce qui est devant moi quand je commence, puis qui me fait peur à chaque fois. Puis, pour paraphraser un collègue bien connu, et qui me demandait un jour, toi, quand tu regardes la côte à chaque fois, as-tu l'impression qu'elle va être plus dure à monter que la fois d'avant? Puis je réponds toujours oui. Chaque fois, la côte est plus à pic, on dirait. Et pourtant, vous n'en êtes pas à votre premier coup, là. Oui, mais j'ai plus peur chaque fois. On va quand même dire aux gens, si vous avez envie de vous lancer, faites-le. Ça va être plus facile maintenant que plus tard. Michel Viault, à la fin du livre, l'historien presque positiviste que je suis n'a pas pu s'empêcher de regarder la bibliographie. Quand même est présente. Pourquoi vous mettez la bibliographie des ouvrages que vous avez consultés? Et là, je suis désolé, c'est un peu chien ce que je vais vous demander. Est-ce que c'est parce que vous n'êtes pas sûr de vous? Au contraire, vous voulez dire aux gens, j'invente rien, allez le voir. Exactement, c'est ça. J'ai rien inventé. Dans le cas de Blas, je n'ai rien inventé. Les crimes qu'on lui reproche, parce que Blas, il faut dire, hein, Blas a été condamné pour 2 hold-up seulement. C'est les 2 seules condamnations qu'il y a eu. C'est 2 hold-up qu'il est allé faire à Sherbrooke. On lui attribue 21 meurtres, mais il n'a jamais été accusé d'aucun de ces meurtres-là. Il n'a jamais été condamné. Donc, on voit quand même une scène horrible à un moment donné où il revient dans un bar, il enferme tout le monde, il y met le feu. Et après ça, on voit la police qui sort les corps carbonisés. Ça, c'est son crime le plus horrible. C'est son dernier. Et c'est là que la police a décidé que ça suffisait. Là. C'était trop. Il avait dépassé une limite avec le célèbre... Mais le lien entre réalité et fiction... Il y a un film qui a été fait il n'y a pas longtemps sur Jacques Mérine et on dit dans le livre, à un moment donné, c'est assez drôle, on le voit arriver, on dit Mérine, pas Mesrine. Parce qu'on devine que... Je voulais le corriger parce que tout le monde, ici au Québec, tout le monde dit Mesrine. C'est Jacques Mesrine, mais c'est Mérine en fait. Et donc,
Rappelons un peu qui est Jacques Mérine, justement. Oui, Jacques Mérine, c'était un braqueur de banque aussi. C'est un criminel français, un grand criminel français, en fait, qui a commencé ses exploits ici, au Québec. Il avait commencé en France et il est venu au Québec où il a continué sa carrière criminelle. Il a été arrêté, il s'est évadé quelques fois de prison et finalement, il est retourné en France où il était incarcéré encore. Il s'est évadé, il était abattu dans la rue par les policiers. Et vous avez fait 2 BD, je ne me suis pas trompé ce coup-là, sur des affaires criminelles. Oui. On le sait qu'au Québec, les gens aiment ça, les affaires criminelles. Moi aussi. Tant mieux, vous avez fait 2 livres là-dessus. Oui. Pourquoi, selon vous, est-ce que les gens sont si fascinés par des gens qui ne respectent pas la loi et qui parfois sont très violents? Est-ce que c'est par un désir non accompli de ce qu'eux auraient voulu faire ou au contraire, c'est une forme de voyeurisme? Moi, je ne le prends pas comme ça. Je le prends par... C'est des portraits de société de l'époque vus par la petite histoire. On peut, en passant par, mettons, Delorme ou Blass, on voit la société de l'époque. À l'époque de Blass, il y avait entre 5 et 12 hold-up par jour à Montréal. On dit que c'est quasiment autant qu'à New York. C'était la 2e ville la plus violente après New York en Amérique du Nord. Tu sais, c'était quelque chose que j'ai découvert en faisant la recherche sur Blass. C'est qu'à cette époque-là, il n'y avait pas de carte de crédit, il n'y avait pas de carte de guichet, il y avait de l'argent partout. Fait que tout se faisait hold-upper. Il y avait des vols dans les pharmacies, dans les boucheries, dans les bijouteries, dans les bars, partout. Donc, c'est quelque chose que j'ai découvert, à quel point les années 60 pouvaient être violentes à Montréal. Dans le cas de l'affaire Delorme, c'était la mainmise du clergé sur la société aussi. Et il y a un souci didactique, finalement, parce qu'Hervé Gagnon disait, moi, j'ai pas de souci didactique, je veux pas apprendre aux gens, quoi que vous le fassiez malgré vous, par devers vous. Mais ici aussi, même si on veut pas, on le fait. Vous apprenez. Involontairement. Moi, j'apprends des choses et ensuite, j'essaie de le transmettre à travers une histoire. Je n'essaie pas d'être didactique dans mon histoire du tout. Je raconte les faits comme ils étaient. Mais moi, je l'ai appris par des lectures, de différents ouvrages, les journaux et tout ça. Mais ensuite, j'essaie de transmettre ça dans une histoire qui va couler d'elle-même, qui va couler toute seule, sans avoir à faire des passages didactiques. Surtout que c'est une bande dessinée. Je ne peux pas partir sur des digressions pour expliquer des choses. Alors souvent, je devais transmettre ça sous la forme de dialogue entre 2 personnages. Il va y avoir quelqu'un qui va expliquer à l'autre, il va se passer telle chose au procès. Tu sais, j'essaie de le passer de façon pour que ça coule bien et que ça soit pas ça coule lourd. Très bien, d'ailleurs, je vais vous le dire. Hervé Gagnon, vous, le côté... Parce qu'on a quand même une certaine facilité à comprendre le Québec, c'est le même territoire. On y est, on voit les références. On parle du quartier Rosemont, on les voit. On voit la présence de Claude Poirier aussi, à un moment donné, qui est cité d'ailleurs. Oui, qui a écrit la préface de l'ouvrage. Aussi. Mais dans votre cas, on arrive sur Paris... On dit que des fois, l'histoire, c'est on est en pays étranger. Là, non seulement on est en pays étranger, mais on est dans une histoire étrangère. Comment on fait, parce que vous adressez beaucoup à des lecteurs québécois, pour qu'ils aient les clés nécessaires sans que ce soit trop pesé, sans que ce soit, comme vous l'avez dit tout à l'heure, didactique? Comment on fait? Bon, c'est beaucoup dans le dialogue qu'on crée une ambiance. Oui. C'est beaucoup dans le dialogue qu'on passe de l'information de façon anodine. Il y en a beaucoup de dialogues dans vos... Oui, moi, j'applique ce que j'appelle le principe de la banalité. C'est-à-dire que peu importe de quoi on parle, peu importe de quoi mes personnages parlent, ils doivent en parler avec le même détachement qu'on parlerait aujourd'hui d'une théière ou d'un téléphone cellulaire. Ils n'ont pas de raison de décrire un objet qui leur est familier. Parce qu'il leur est familier. Alors, je ne vais pas, moi, entrer dans une longue description de l'objet. Je vais m'arranger à l'usage pour que le lecteur comprenne à quoi il sert. Mais je ne vais pas le décrire. Je ne vais pas dire une poignée en fer forgé surmontée de non-gamme. Bon, ça, c'est la première chose. Il ne faut pas se perdre dans les détails. Pour le reste, je dirais que quand on change d'époque, particulièrement, ce qui change le plus, c'est l'aspect sensoriel de l'époque. L'odeur de Paris à cette époque-là, on y résisterait très mal. On pense au parfum de Patrick Suskind. Oui, mais même avant ça, écoute, on est au Moyen-Âge.
C'est les égouts à ciel ouvert, c'est les carcasses qui pourrissent, c'est les tanneries à ciel ouvert qui se déversent dans la Seine. C'est un cloaque qui empeste, qui est sale. Ce sont des gens malades. Ce sont des gens souvent amochés, qui ont eu 2-3 véroles, qui en sont marqués. Ce sont des soldats de retour de guerre, puis qui sont désœuvrés, puis qui font, finalement, qui tabassent et qui volent à tout venant. Écoute, c'est la cour des miracles, là. C'est l'époque de la cour des miracles. Ouais, alors, c'est important de décrire ce que ça sent, la couleur que ça a, la texture que ça a, le bruit que ça fait. On est très axé sur le visuel. On est dans une société du visuel. Et on ne se rend pas compte à quel point on absorbe d'informations qui n'est pas visuelle. Et vous le faites absorber à votre lecteur de cette moi, manière-là. c'est important. Ouais. C'est un des trucs que j'utilise beaucoup. Et souvent, on me dit, quand on finit mon livre, on dit « Mon Dieu, que ça puait ». Et j'ai même un de mes amis, parce que, j'ai beaucoup instrumentalisé le dicton « juré comme un templier ouais. ». Et... j'ai même un de mes amis qui me dit, quand j'ai fini ton livre avant-hier, je me lave les yeux à l'eau bénite tous les matins depuis ce temps-là. Mais ça aussi, c'est important. Parce que tu crées l'ambiance d'un lieu en mettant en scène les comportements des gens qui l'habitent. Mm-hmm. Et une gang d'hommes vieillissants, puis amers, puis aigris, qui vivent ensemble, puis qui attendent la fin, dont ils savent qu'elle va arriver la semaine prochaine, c'est pas des gens heureux. Faut que ça paraisse. Et j'avoue que je me suis bien amusé à les faire jurer, là. Ça jure en pas à peu près, là. Mais c'est la même question que j'ai posée à Michel Viaud tout à l'heure. On se disait, les gens aiment ça quand ça finit mal, quand il y a du crime, de la violence. Qu'est-ce que vous trouvez là-dessus? Pourquoi ça? Pourquoi pas un long roman à la Marcel Proust sur le Moyen-Âge? Les gens heureux n'ont pas d'histoire. Non, honnêtement, là, regarde, c'est un conte de fées qui finit bien, là. Je ne sais pas si ça intéresse le lecteur, mais moi, ça ne m'intéresse pas de l'écrire. J'ai le goût que ça brasse, j'ai le goût que ça dérange, j'ai le goût que ça crée un malaise, et j'ai le goût, à la fin, dans les 3 dernières pages, que le lecteur se dise « Oh, c'était ça! Je l'avais pas compris! » Et vous aimez beaucoup les enquêtes, parce que... je ne fais que ça. Fondamentalement, que ce soit du thriller ou de l'enquête policière, c'est du polar. Ouais. J'ai un ami prof de littérature au cégep qui a fini par me démêler ça un jour. Ah oui, faites-le. Ouais, il dit maintenant, on s'entend maintenant que le chapeau, c'est polar. Il dit les polars recouvrent le thriller, le roman noir, l'enquête policière, c'est tout du polar. Et qu'est-ce que le polar? C'est ce que je viens de vous dire. Oui, mais non, oh non, vous en sortirez pas avec ça. Je veux une définition précise. Qu'est-ce qui distingue le polar de toute autre forme? Est-ce qu'il faut qu'il y ait une enquête? Il faut qu'il y ait des meurtres? Est-ce qu'il faut que ce soit noir? Est-ce qu'il faut qu'il y ait une ville? Je veux des détails. Je vous dirais qu'il faut une enquête sur un crime. Ou d'une part, ou alors une enquête sur une énigme à résoudre. Est-ce que ça serait pas une ambiance aussi? Parce que vous parlez beaucoup de l'ambiance, de comment on veut le créer. Non, moi, l'ambiance, c'est mon canevas. L'ambiance n'est pas un facteur dans mon intrigue. L'ambiance est un canevas sur lequel l'intrigue se déploie. Et l'intrigue prend une couleur, prend une saveur dans la mesure où mon canevas est bien tracé. D'accord. Puis moi, j'aime bien mieux une poursuite dans les rues de Paris boueuses puis nauséabondes en plein orage qu'une poursuite dont je ne décris pas le contexte. Et vous deux, je veux savoir comment vous travaillez. De manière très simple, quand on se dit « moi, je veux travailler sur une période », est-ce que ce que vous faites, vous commencez par vous dresser un contexte ou encore vous dites « non, moi, j'ai une histoire » et puis c'est après, en fonction de cette histoire-là, que vous allez faire de recherche. Dans votre cas, c'est un peu différent parce que... L'histoire est connue. Ben oui. Je connais le début, je connais la fin. C'est comment je vais la raconter. Donc, comme je donne un exemple, Blast, j'ai commencé par un hold-up. On commence tout de suite par un coup. On commence avec une scène d'action. C'est plus comment je vais traiter cette histoire-là. Est-ce que je raconte la vie de Blas en commençant par son enfance malheureuse jusqu'à sa mort ou de quelle façon je vais raconter? Oui, parce qu'il y a une capacité justement d'en faire non pas un enfant de cœur, mais une figure aimable. Oui. Vous ne tombez pas dans ce piège-là parce qu'au début, à un moment donné, nous-mêmes comme lecteurs, on l'aime, mais à la fin...
C'est ça, on découvre qui il est. Mais, comme je vous l'ai dit, Blas n'a pas donné d'entrevue. Il n'aurait jamais raconté sa vie exactement. Fait qu'on ne sait pas tous les détails. C'est sûr, on connaît sa famille. Bon, il y avait une mère, il y avait 2 frères que j'ai enlevés de la bande dessinée. Je n'ai pas parlé de ses frères. C'est des choix que j'ai faits pour alléger l'histoire, parce que sinon, ça finirait plus. C'est une contrainte d'une bande dessinée. Mais c'est aussi la contrainte en littérature. Vous ne pouvez pas parler de tout le monde. Volontairement, on laisse des gens de côté. Vous aussi, vous l'avez fait. C'est inévitable. Écoute, ils étaient quelques centaines dans la commanderie de Paris, puis j'en ai nommé 8. J'ai donné un nom à 8 personnages, puis là-dessus, il y en a 3 qui existaient pour vrai. Parce que non, tu peux pas. Écoute, c'est une galerie sans fin de personnages. Est-ce que les deux, vous avez l'impression de trahir un peu l'histoire? Je l'adapte. Non. C'est pas une critique, absolument pas. Non, j'adapte. Au contraire. Parce que j'ai une histoire à raconter. C'est mon histoire que je raconte. C'est sûr qu'elle est inspirée de faits réels. Vous avez dit, c'est mon histoire que je raconte. C'est moi qui ai décidé de raconter cette histoire-là et je la raconte comme je veux la raconter. Et donc, c'est sûr, j'élimine des choses qui ont pas de place. C'est très intéressant parce qu'il y a un livre qui est sorti il y a peu de temps chez Lux, l'éditeur montréalais, qui était de Enzo Traverso sur l'utilisation du jeu dans l'écriture de l'histoire. Puis dans le roman historique, à vous entendre tous les deux, c'est le jeu, finalement, qui, bien qu'on le veuille ou non, est présent. Hervé Gagnon, c'est vous qui racontez les Templiers. Êtes-vous présent avec les Templiers? Je vais vous répondre comme ceci. J'ai écrit une série en 4 tomes au jeu. Je ne ferai plus jamais cette erreur. Pourquoi? C'est d'une complexité. C'est difficile. Tu rames contre le courant tout le temps parce que tu es limité à ne dire que ce qu'il sait, ce qu'il connaît, ce qu'on lui a rapporté ou ce qu'il vit. Parce que dans le cas de vos livres, c'était omniscient. Toutes les astuces de la narrative, comme pause. Pendant ce temps-là, à l'autre bout de la ville, oublie ça, t'es plus là, t'es au jeu. Alors, t'es toujours au présent. T'es à vif. Là. Tu ne peux pas spéculer, tu ne peux pas anticiper, tu ne peux pas extrapoler. Tu n'es que dans le moment présent. Alors ça, c'est très difficile. Alors, est-ce que je suis dans mes romans? Non, pas en tant que moi, là, mais je veux dire, est-ce que je m'identifie à un personnage? Je dirais que je m'identifie à quelques-uns. Généralement, tu n'es pas qu'un personnage. Il y en a 2, 3 qui sont des parties de toi. Puis l'avantage que j'ai, moi, contrairement à toi, c'est que moi, la fin, je la connais pas, je l'invente. Là. Alors, j'ai pas cette contrainte-là de devoir me rendre là. Je me rends là où je pense que je devrais me rendre, puis généralement, ça arrive ailleurs que je pensais. Puis c'est bien correct. Mais vous n'avez pas la même liberté qu'un auteur qui parle d'aujourd'hui, par exemple. Vous dites, je sais pas où ça va aller, mais vous savez où l'histoire va aller. J'ai une idée comment je voudrais que ça finisse, mais j'ai pas de garantie que ça va finir là. Parce que les personnages... Jacques de Molay meurt à la fin. Oui, mais ça, c'est pas important. c'est pas ça mon dénouement. C'est pas qu'il meurt. C'est ce qu'on apprend. Qu'il meurt ou qu'il meurt pas, à la limite, je m'en fous, je vais avoir le même dénouement. Mais, comment dire donc? Tiens, par exemple, je suis en train d'écrire un roman qui n'est pas historique, qui se déroule aujourd'hui. Parlez-nous-en. Et qui va tourner autour de la fameuse et mythique 30e chanson du bluesman Robert Johnson. Alors, dites-nous ce que c'est. OK, c'est ça. C'est Robert Johnson. Il y a une légende qui dit que Robert Johnson aurait vendu son âme au diable à la croisée des chemins pour être un meilleur guitariste. Puis si vous écoutez les 29 chansons qu'il a enregistrées, effectivement, tu te fermes les yeux, puis il y a minimum 3 mains là-dessus. Là, puis quand tu es guitariste, tu dis « OK, c'est impossible. Comment il fait? Je comprends pas. » Il était très bon, c'est un fait. Bon, alors là... Même dans le contemporain, tu pars toujours du principe, c'est le bon vieux en anglais, le what if. Ouais. What if. L'histoire contrefactuelle. C'est ça. Et là, tu te dis, OK, mais si mettons qu'il aurait vraiment vendu son âme, quand on retrouve la 30e chanson, qu'est-ce qu'il y a dedans? Et là, tu as une histoire. Mais où c'est que je m'en vais? Là, j'ai 325 pages d'écrites, je commence à savoir où je m'en vais là. Et là, 325 pages, moi, mais ça va être un 110, 120 000 mots, celui-là. Là. Wow. Parce que je me paye le trip du guitariste, je paye le trip de l'amateur de blues. Fait que c'est un autre ton complètement. Mais dans ce cas-ci, l'action se déroule aujourd'hui. Alors, au lieu d'avoir à documenter la chaussure de 1307 pour être sûr que c'est la bonne...
Ben, j'ai juste à regarder sur Google Street View pour être sûr qu'en face de l'hôtel, il y a bien un stationnement. C'est pas le plan de Paris de 13. Non, c'est autre chose, tu sais. Michel Viault, prochain livre? C'est l'affaire. En fait, c'est la série d'espionnage que j'écris avec Ghislain Duguay, MacGuffin et Alan Smithy, qui va être édité chez un éditeur belge, qui devrait sortir à la fin du mois. Et là, je travaille sur le 4e tome de cette série d'espionnage-là. Bon. Oui. Mais écoutez, on a plein de questions du public, parce que je pense que c'est le temps de les laisser un petit peu vous parler. Il nous reste un bon petit 15 minutes, tout va bien. Alors, est-ce que c'est facile de rédiger des romans BD historiques qui ont lieu dans un environnement qui vous est familier, notre pays, notre ville? Si oui, pourquoi? Je commence avec vous. Je le fais pas souvent. Notre pays, vous le faites? Ben, je l'ai fait quand même 6 fois avec Joseph Laflamme. C'était Montréal, mais c'était 1890, 11, 12, 13, 14. Est-ce que c'est facile? Je vous dirais que c'est pas plus facile de décrire Montréal au 19e que de décrire Paris à la fin du 14e. Ah oui, pourquoi? Parce qu'on pourrait croire que c'est plus parce facile. Que la ville a beaucoup changé. Et, tu sais, je veux dire, pas perdre de vue qu'à cette époque-là, le Vieux-Montréal est encore essentiellement le centre-ville. Il l'est moins déjà. La rue Sainte-Catherine commence à avoir de l'importance, tout ça, mais il reste encore que c'est là que ça se passe plus souvent qu'autrement. C'est pas facile de décrire un déplacement à Montréal. D'abord parce que quelle rue est pavée, quelle rue n'est pas pavée. Dans quel état est la rue qui n'est pas pavée. Où est-ce qu'il y a des tramways, où est-ce qu'il n'y en a pas. Oui, puis à quelle vitesse ça va, un maudit fiacre. Et si vous faites une erreur, est-ce que ça vous est déjà arrivé de faire une erreur? J'ose pas dire que j'en ai jamais fait, mais on m'en a jamais remis une sur le nez. C'est vrai? Oui. Michel Viault? Moi, j'ai fait un album de MacGuffin et Alan Smithy qui se déroule à l'Expo 67. C'est un récit d'espionnage. J'avais une poursuite que j'avais prévu sur le monorail, et j'avais prévu que le monorail allait passer devant tel pavillon. Finalement, j'ai vu sur un plan que le monorail allait dans l'autre direction. J'ai pu corriger là, avant que ça soit publié. C'était au moment de la rédaction. Mais il faut surveiller parce qu'il y a tout le temps des gens qui connaissent l'Expo de Montréal, il y a des fanatiques, il y a des pages Facebook là-dessus. Si j'avais fait mon histoire avec le monorail dans le mauvais sens, j'en aurais entendu parler. Ça, c'est le phénomène de l'expert. Et quand tu arrives dans un salon du livre, il y a toujours un expert. De temps en temps, tu as un expert du boulon de roue de charrette arrière droite dans Charlevoix entre 1833 et 1834. On les salue qui sait tout sur le sujet. Oui. Et qui se met à taper de l'index sur ta table de signature en disant « À telle page, là! » Et là, t'en as pour une demi-heure à lui prouver. Ça vous est arrivé? Oui, ça m'est arrivé. Oui. On fait tous des erreurs en même temps. Faut pas s'en formaliser non plus. Mais en fait, honnêtement, j'en ai pas encore trouvé. J'espère pas en trouver. Je touche du bois. Est-ce qu'il y a du bois quelque part? Non, merde, il n'y a pas de bois. Je vais faire pour vous. OK. Mais je fais très attention. Je fais très, très, très attention. Puis souvent, j'ai la chance d'avoir, depuis quelques livres, j'ai la chance d'avoir comme réviseur Corinne Devailly qui est très, très, très pointilleuse sur ces choses-là. Puis souvent, Corinne va m'écrire on the side pour me dire « T'es sûr qu'il utilisait ce genre d'affaires-là à ce moment-là? » Puis là, ça me force à aller vérifier. Puis il est même arrivé 2-3 fois qu'elle avait raison, elle m'a sauvé la peau. On ne suspecte pas l'importance des relectures et des éditeurs qui font un travail monumental. Pour ceux qui n'ont jamais fait de livre, là, quand votre première version revient, c'est rouge à grandeur avec des commentaires. Le travail d'une directrice littéraire est très fondamental. Et moi, quand j'ai la chance de remporter un prix, je dis toujours, lorsque je vais le ramasser, que si le livre est bon, c'est grâce à moi. S'il est assez bon pour avoir un prix, c'est grâce à elle. Autre question du public. Est-ce que la rédaction d'une fiction peut permettre de donner une perspective différente de celle majoritaire sur un événement historique? Est-ce que ça peut devenir un moyen de donner la parole à des groupes et des discours plus marginaux? Ça, on en parle beaucoup là aujourd'hui, c'est qu'on se dit, c'est pas qu'on réévalue l'histoire, mais on se rend compte que ça a été une perspective et qu'il y a différents groupes qui n'avaient pas la parole. Puis on s'en sert justement, pensons à Webster, qui a fait une BD justement sur le premier esclave, dont on n'avait jamais entendu parler ou presque. Puis là, il le remet de l'avant. Est-ce que c'est pas un moment? Parce que Richard Blas était très connu quand même, malgré toute son époque. La femme de l'homme était très célèbre aussi à Elle ne l'est plus. Elle ne l'est plus, mais c'était la grosse affaire. Ça a duré 4 ans quand même. C'était dans l'actualité, là, c'était en première page des journaux tous les jours. C'était donc 2 gros événements. Mais c'est sûr que par la fiction historique, on peut justement donner une voix à des groupes qui n'en ont pas
pas eu jusqu'à maintenant. Oui, c'est sûr qu'on peut faire ça. Et les Canadiens français, à cette époque-là, n'étaient pas un groupe qui était, comment dire, je vais spécifier ma question, les criminels canadiens-français étaient moins connus que ceux de la mafia, parce que quand on rentre là-dedans, moi j'ai commencé, je disais, oui, les Cotroni, je vois très bien c'est qui. On parlait aussi des anglophones, mais des malfrats canadiens-français, j'avoue que j'en connaissais moins. Puis Richard Blas était un inconnu pour moi avant ce... OK, ben, c'est parce que je suis plus vieux, c'est ça. Je suis plus jeune. Moi, je connaissais les frères Dubois à Verdun. C'était... Oui. Donc, on en parle d'ailleurs, ben, on les esquisse au passage à un moment donné. Oui, c'est ça. Dubois, avec la carte de Montréal. C'est ça, mais... Non, les gangsters, les Canadiens français avaient leurs gangsters à l'époque. Là. J'en parle aussi un petit peu dans l'affaire de l'Orme, c'est que le dernier procès était un peu éclipsé parce qu'il y a eu la pendaison de célèbres gangsters qui avaient fait un vol avec des voitures. C'était la première fois que ça se faisait à peu près à Montréal. Là. Ils avaient bloqué la route avec des chaînes pour... Le vol du siècle. Oui, bien, c'était c'est comme ça qu'on l'a appelé après. C'était un fourgon et ça avait été quelque chose, là. C'était nouveau à l'époque. Je comprends toujours pas pourquoi il n'y a pas plus de films historiques sur notre histoire. La question est intéressante. La question des groupes et des points de vue. Oui. Mon maître, Michel Brunet, commençait toujours ses cours en disant ceci, en disant l'histoire a été écrite par les Blancs, par les hommes, puis par les vainqueurs. Et en gros, c'est encore tout à fait vrai aujourd'hui, et on a tout à fait raison de remettre en question, non pas les faits, mais la compréhension qu'on en retire. Chaque génération écrit sa propre histoire à partir des faits connus pour répondre aux questions qui la préoccupent, elle. Très bien dit. Ça, c'est tout à fait normal. Et c'est normal qu'on déboulonne des statues. On l'a toujours fait. Et à quand... Lancez-moi pas là-dessus, je vais vous poser la question. Non, mais à quand un beau parc des statues déboulonnées où on explique pourquoi on les a érigées, à quelle époque et quelle valeur elles représentaient, et pourquoi on les a déboulonnées et pourquoi elles sont maintenant contraires à d'autres valeurs. Mais vous y avez répondu. On pourrait enseigner en tabarouette avec un beau parc des statues déboulonnées. Là. Ouais. En Russie, on a des parcs de Lénine. Ici, on aurait des parcs McDonald's à ne pas confondre avec l'autre. Michel Viault, par rapport au déboulonnage des statues, parce que vous m'avez lancé, comment vous sentez par rapport à ça en tant que qui travaillait justement dans le domaine littéraire quand on a déboulonné McDonald's? Est-ce que vous avez vu une atteinte à notre patrimoine? Est-ce que pour vous, on est en train d'effacer l'histoire? Comment vous êtes senti par rapport à ça? Ben, dans le cas de McDonald's, je pense que c'était bien mérité. Je veux dire, c'était pas un ami des Canadiens français à ce que je sache. Donc... mais c'est pas pour ça qu'on l'a déboulonné. Hein? Non, effectivement, est-ce que vous pourriez faire un roman historique sur quelqu'un que vous n'aimez pas? Ben, je l'ai fait sur Blas. Mais qui va vous chercher un peu plus, parce qu'on sent que McDonald's, c'est un peu plus... Si je vous dis demain, on fait un roman historique... J'aurais pas d'empathie pour lui. Puis, probablement que je me projetterais dans un autre personnage qui me représenterait plus que McDonald's. Puis là, je passerais mon point de vue sur McDonald's par ce personnage-là. Alors, une autre question pour vous, Michel Viault. Spécifiquement vous, dans le chat, comme on dit. Comment la collaboration avec Jocelyn Bonnier s'est faite pour Blas? Est-ce que le travail collaboratif avec l'illustrateur est plus important que pour les bandes dessinées historiques, selon vous, recherche historique, cohérence, etc.? Eh bien, écoutez, avec Jocelyn, ça s'est très bien passé. Moi, c'est sûr que je fais de la recherche quand j'écris mon scénario. Donc, je fouille dans des livres, dans des revues, des journaux, tout ça. Et toute la documentation que je peux trouver qui peut lui servir, je la ramasse et je lui envoie. Donc, et je fais exprès dans mon scénario pour parler de lieux que je peux identifier, qu'on connaît. Et donc, j'ai trouvé des photos. Ça lui permet de finalement d'illustrer le scénario. C'est sûr que je ne vais pas faire une scène qui se passe à une place où on n'a aucun document. De quoi ça a l'air, qu'on ne sait pas. Donc, je vais essayer tout le temps de situer l'histoire dans des lieux précis qu'on connaît, que j'ai de la documentation que j'ai trouvée. Moi, ça me permet d'écrire mon histoire, de voir le lieu. Et en même temps, j'envoie cette information-là, cette documentation-là à Jocelyn. Donc, c'est comme ça que j'ai fonctionné avec lui. Ça s'est très bien passé. C'est sûr que tout le temps, il y avait des corrections. Parfois, il m'envoyait des planches. À un moment donné, on voit un téléphone. Il a mis un téléphone à bouton.
Je dis, aux années 60, fin 60, est-ce qu'il y avait des téléphones à boutons? J'ai cherché. Ah non, c'était encore la roulette. Le téléphone à boutons a été inventé 3 ans plus tard. Fait que j'ai dit, Jocelyn, il faut que tu changes ton téléphone. C'est un téléphone à roulette. Dans cette scène-là, il n'y avait pas de téléphone à boutons. C'est bien parce que entre le roman historique et le travail de l'historien comme tel, on a l'impression que le détail est tellement fondamental dans votre travail, puis il nous permet de travailler sur des choses ou de voir des éléments que l'on n'avait pas vus. Puis ça, c'est un des grands avantages du roman historique. Mais le matériel fondamental du romancier, le matériel premier, la matière première du romancier, c'est le détail. Alors que l'historien est dans le macro, l'historien voit les tendances, interprète les grandes tendances, bon, tu sais, les périodes. Moi, j'ai écrit une série autour de la chasse aux sorcières en France au 17e siècle. Et, tu sais, j'avais écrit un mémoire de maîtrise là-dessus. Là. Je connaissais les grandes lignes, je connaissais la démographie de l'affaire, je connaissais le portrait de la persécution, je connaissais les arguments, je connaissais tout. Et quand je suis venu pour écrire une scène de torture, je me suis rendu compte que je m'étais jamais penché sur comment on les torture. Oui. Et il a fallu que je me tape plusieurs livres assez dégoûtants sur qu'est-ce qu'on faisait à ces femmes-là. Ou lire des procès carrément d'époque. Oui. Mais c'est horrible, hein? C'est horrible ce qu'on leur faisait. Mais l'historien s'était pas penché là-dessus. Ce qui était important pour l'historien, c'était le phénomène vu dans son ensemble, puis comme représentatif de son époque, de la contre-réforme et tout ça. T'sais? Est-ce que c'est plus difficile d'être romancier historique que d'être historien parce que vous avez fait les deux? Bon, je pense qu'on ne sort pas l'historien du romancier de toute façon, même si on voulait. Là. Non, c'est pas plus difficile. Au contraire, c'est plus enrichissant parce que ça complète souvent ce que je sais déjà. OK. Une autre question pour vous. Alors, est-ce que vous faites habituellement vos recherches par vous-même ou vous discutez avec des historiens et des historiennes avant de commencer la rédaction de vos romans ou BD? Michel Viault? Dans le cas de Blas, j'ai eu l'aide de Bernard Tétrault, qui était un journaliste spécialisé dans les affaires criminelles, qui a agi à titre de conseiller sur l'album. Et lui avait rencontré Blas déjà à une ou deux reprises. Donc, ça m'a aidé. Mais en général, non, je fais de la recherche par moi-même. Là. Dans le cas de Delorme, c'était... Est-ce que vous discutez avec des gens à un moment donné si vous n'êtes pas sûr d'un événement ou vous n'avez pas un bassin non, pas besoin? Non, c'est pas arrivé pour le moment, c'est pas arrivé. C'est-à-dire que si j'ai un problème, je vais essayer de le résoudre là, en cherchant dans les livres. Simplement. Merci à nos bibliothèques publiques qui sont toujours fondamentales et qui doivent être financées. Hervé Gagnon, même question. Je suis très autosuffisant. Donc, vous faites tout par vous-même? Bon, oui, j'ai une bonne bibliothèque. D'ailleurs, je vous invite, vous viendrez visiter. Avec grand plaisir, je suis un grand fan de bibliothèque. Non, regarde, faire de la recherche, c'est moins difficile que ça l'a déjà été. Hein. C'est vrai. Tu te passes sur Internet, tu t'orientes comme ça, puis ensuite, tu tombes dans les livres. Hein. C'est... L'importance de la recherche open resource, comme on dit, que tout soit en accès libre. Mais il n'y a pas un livre que j'amorce sans avoir lu une 50aine de monographies quand même. Ouais. Ça, c'est la base. C'est un minimum. Là. Est-ce que vous faites des notes? Est-ce que vous avez un cahier? Je convertis tout ce que je lis dans un document de recherche, une espèce de document de synthèse en point de forme, chronologique et thématique. C'est passionnant. En fait, c'est plus long de faire le document que de lire, en fait. C'est un entonnoir, vous disiez? C'est comme un entonnoir. Je vais prendre ça d'informations pour arriver à cette petite histoire-là. Puis à la fin, tu regardes ce que tu as utilisé et tu te dis « Merde, pourquoi j'ai perdu tout ce temps-là? » Oui. Mais c'était pour te mettre dans le bain. Exactement. Alors, une dernière question. Il nous reste 2 minutes. On parle parfaitement bien et c'est tellement intéressant, j'aurais continué encore. On va recommencer, c'est pas grave. Quel a été l'élément déclencheur qui vous a donné envie de faire des recherches sur cet événement historique en particulier et en rédigeant un roman? En 30 secondes, pourquoi Blas? Qu'est-ce qui a fait que vous avez vu quelque chose et vous avez dit « ça y est, c'est là-dessus » ? J'ai connu, comme j'ai dit un peu plus tôt, la mort de Blas. C'était quelque chose qui avait été quand même marquant. Et c'est une bonne histoire. Je veux dire, on le connaît très peu. Vous avez raison. Et moi, c'est ce que j'aime, c'est de sortir ces petits faits-là de l'histoire, de notre histoire, et d'en faire quelque chose avec, pour pas que ça disparaisse, dans le fond, que ça soit oublié. Hervé Gagnon? J'ai une filière 13 remplie de sujets intéressants. Et de temps en temps, je l'ouvre, j'en prends 2, je regarde s'ils fonctionnent ensemble, si oui, j'ai un roman. Attendez. Vous avez 2 fichiers que vous sortez. Non, c'est comme un cadavre exquis, finalement? J'ai une filière 13, puis je prends plein de notes dedans.
puis une fois de temps en temps, je m'aperçois qu'OK, il y a tel sujet qui irait bien avec tel autre. OK, j'ai un roman, c'est tout. Puis un an avant, je n'avais pas réalisé que ça allait bien ensemble, parce qu'entre-temps, j'ai lu autre chose, j'ai appris autre chose, j'ai compris autre chose. Mais c'est ça, vous lisez quand même beaucoup. Est-ce que vous connaissez un historien qui lit pas beaucoup? Est-ce que On est vous connaissez un romancier qui lit pas beaucoup? On est d'accord. Alors Mais moi, je suis doublement consommez? damné, je lis 2 fois plus. Mais qu'est-ce que vous consommez? Vous consommez de la littérature historique, des livres d'histoire? Beaucoup de monographies, beaucoup de romans, mais j'essaie d'éviter les romans que je pourrais écrire. Ah, donc vous regardez pas la compétition? Non. C'est intéressant, ça. Dans votre cas, la compétition? Des bandes dessinées, beaucoup. Toujours. Bon. Ben écoutez, merci à vous deux. Ça a été très, très, très enrichissant. Merci. Bien sûr, on dit au public d'aller se procurer très rapidement Blas, bien sûr, un chat brûlant, un chat sur un toit brûlant. C'est un jeu de mots, ça, hein? Oui, en fait, c'est la pièce de théâtre, là, la chatte sur le toit brûlant. L'affaire de l'orme, bien sûr, et on le dit à tous les producteurs ici. Moi, si j'étais vous, je mettrais une option là-dessus. Hervé Gagnon, bien sûr. La mort du temple, à lire absolument, parce que vous avez peut-être joué à un jeu vidéo qui s'appelle Assassin's Creed, mais il faut lire l'histoire en vrai, puis vous allez en apprendre énormément. Merci à vous deux d'avoir été là. Allez acheter des livres. Achetez des livres québécois. Puis vous en avez des bons ici. Merci à tous. Merci d'avoir été présents. C'est pas fini, le Salon du Livre. Je vous invite, les animations vont se poursuivre sur la scène du Palais. Vous allez sur la scène TD, une entrevue avec Marc Séguin, Catherine Leroux et un cabaret festif, journaux intimes et récits. Allez-y, ça vaut vraiment la peine. Merci à vous deux, messieurs. Une bonne soirée à vous, puis une bonne soirée à vous à la maison. Au revoir.